Bonjour, je suis le docteur Isabelle Fortel, je suis médecin légiste et chef de service de médecine légale de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Mon propos aujourd'hui est de vous parler des conséquences physiques des violences dans le cadre de la maltraitance infantile. Il peut s'agir de violences physiques ou de violences sexuelles. Alors, les conséquences physiques des violences. Les conséquences physiques de ces violences physiques, eh bien, elles peuvent provoquer des lésions au niveau des téguments, au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, muqueuse buccale, muqueuse vaginale, muqueuse anale, au niveau du squelette, notamment par la formation de fractures, et au niveau des viscères, que ce soit des organes pleins, comme le foie, la rate, les poumons, ou le cerveau, ou des organes creux, comme le tube digestif. Également, on va parler des conséquences physiques, plus particulièrement pour les violences sexuelles, puisqu'il va y avoir possibilité d'avoir des lésions au niveau des organes génitaux externes, mais également au niveau des organes génitaux féminins comme l'hymen ou le vagin, et au niveau de l'anus. Il faut toujours garder à l'esprit que les constatations médicales faites sur le corps d'un enfant doivent être confrontées aux explications fournies par les parents. Et en particulier pour voir si il existe une cohérence entre ce que racontent les gardiens de l'enfant et les constatations médicales, ou non. Ce qui, dans le cas contraire, évoque les cas de maltraitance. Donc je vais vous parler des conséquences physiques des violences physiques sur l'enfant et vous parler des différentes lésions qu'on peut observer avec leurs principales caractéristiques. Je vais tout d'abord vous parler des ecchymoses et des hématomes. Qu'est-ce que c'est qu'une ecchymose? Une ecchymose est une infiltration du tissu par du sang suite à la rupture des capillaires sanguins consécutive à un traumatisme. Par exemple, un impact, un choc direct. Un hématome est une collection de sang dans une cavité néoformée. Dans les deux cas, il s'agit de lésions de nature traumatique, conséquence d'un choc de quelque nature qu'elle soit. Le problème va se poser pour définir si l'ecchymose résulte d'un accident ou d'une activité ordinaire, par exemple comme un jeu. Il va falloir s'attacher à apprécier l'âge de l'enfant. Si l'enfant a plus de 9 mois, il est capable de marcher ou de bouger, eh bien, il s'agit d'une lésion relativement banale. C'est des lésions qui peuvent être consécutives à l'apprentissage, notamment à l'apprentissage de la marche. Et puis on va s'intéresser aussi aux topographies de ces lésions, qui généralement, dans un cadre plutôt accidentel ou de cadre de jeu ou d'activité ordinaire, sont en regard de cellules osseuses, comme par exemple le tibia, le genou, le coude ou le front. Par contre, des ecchymoses, voire des hématomes, dont le mécanisme est assez semblable, retrouvés chez un nourrisson de moins de 9 mois, donc sans autonomie, sans explication cohérente fournie par les gardiens de l'enfant, et surtout si ces lésions sont situées dans des topographies très particulières au niveau du corps de l'enfant, par exemple les oreilles, le cou, le visage sauf le front, les fesses, les organes génitaux externes, le pied ou la main, nécessitent des investigations complémentaires, ou tout au moins déjà examiner l'enfant dans sa totalité, complètement dévêtu, voir si on a une suspicion de maltraitance, bien sûr, évoquer la possibilité de faire un signalement et voir de compléter par des investigations complémentaires, comme par exemple faire une radiographie de squelette entier à la recherche de lésions osseuses cicatrisées ou en voie de cicatrisation, voire rechercher des lésions céphaliques en pratiquant un scanner cérébral. La particularité de ces ecchymoses, il y en a certaines qui prennent des aspects un petit peu différents, des formes un petit peu différentes. On parlera alors de pétéchie lorsque ces ecchymoses seront en forme de tête d'épingle. On les décrit parfois en cas de mécanisme asphyxique. Si vous avez un enfant qui est victime d'un étouffement, eh bien, il va y avoir un mécanisme asphyxique
qui va survenir et vous pouvez observer ce type de lésion, notamment au niveau du visage et plus particulièrement au niveau des muqueuses conjonctivales. Parfois ces ecchymoses prennent un aspect un petit peu linéaire, on parle alors de VIBIS, et en général le mécanisme est souvent un mécanisme de friction ou de striction. Enfin, ces ecchymoses ont pour propriété de reproduire parfois l'agent vulnérant, ce qui peut être une grande aide pour nous pour orienter vers tel ou tel mécanisme, et surtout si éventuellement un objet est utilisé. Par exemple, lorsque vous avez une ecchymose qui est la conséquence d'un coup à l'aide d'une baguette, eh bien vous pouvez observer un rectangle avec un centre clair, exsangue, et bordé par des lésions ecchymotiques. Autre exemple, l'utilisation d'un câble électrique va provoquer des lésions ecchymotiques sur le corps de l'enfant sous forme d'une boucle qui sont caractéristiques. Parfois même, lorsque vous avez un coup porté avec le plat de la main, eh bien vous pouvez avoir la reproduction de l'empreinte des doigts sur la partie cutanée intéressée. En ce qui concerne les lésions, vous allez pouvoir observer parfois aussi des plaies. Ces plaies sont de différentes sortes et de différents mécanismes. Vous avez des plaies de type abrasif ou érosive, qui sont des pertes de substance très superficielles car limitées à l'épiderme. Elles se guérissent très rapidement et en général ne laissent pas de cicatrices. Et très souvent, elles sont liées à un impact qui est peu profond, par exemple comme des griffures, ça peut être des morsures, ça peut être des frictions du revêtement cutané sur une surface grenue par exemple. Parfois vous avez des plaies qui sont plus importantes, sous forme d'ulcération avec des pertes de substances plus importantes, et plus la perte de substance sera volumineuse, plus vous avez des chances d'obtenir une cicatrice. Enfin, vous avez différents types de plaies dont l'aspect macroscopique peut faire évoquer l'utilisation d'un objet particulier. On pense par exemple à des plaies à bornettes qui évoquent l'utilisation d'une arme blanche, d'un objet piquant et ou tranchant, par exemple un couteau. Vous avez également des plaies contuses. Ce sont des plaies qui sont à fond ecchymotique et pour lesquelles il y a une effraction du tissu cutané ou muqueux en regard. En général, ça peut être lié à des chutes, mais également de coups à l'aide d'un objet contondant, par exemple une matraque, par exemple un coup de manche à balai. Parfois, ça peut être également une morsure profonde. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on peut observer aussi des lésions érosives très particulières qui sont sous forme de sillons, situées dans des topographies particulières, comme par exemple les poignets, les chevilles ou le cou, et qui peuvent évoquer des phénomènes de strangulation, d'étranglement ou de contention. Un petit mot sur le syndrome du tourniquet. Le syndrome du tourniquet, donc, c'est un enroulement par un cheveu ou par une fibre d'un appendice. Appendice au terme général qui peut regrouper l'orteil, un doigt, un pénis, des grandes ou des petites lèvres. L'atteinte bilatérale est possible et ça peut parfois intéresser plusieurs orteils ou plusieurs doigts. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez au niveau de l'appendice un étranglement qui va provoquer un œdème, voire une ischémie, voire si la durée de la striction est très importante, eh bien une nécrose, pouvant aboutir malheureusement parfois à une mutilation. Autre type de lésion que l'on peut observer chez les enfants, ce sont les morsures humaines. Alors vous pouvez avoir des plaies superficielles, des plaies contuses, des plaies profondes. Il y a un certain nombre de panels qui peuvent être observés. Il faut, lorsque vous suspectez une lésion de type morsure humaine, bien décrire sa forme, s'il s'agit d'une forme ovalaire ou ronde, et de mesurer le diamètre de l'empreinte, car ça va aider à différencier l'auteur, s'il s'agit d'une morsure d'enfant ou d'adulte par exemple. Autre type de lésion qui se voit dans le cadre de la maltraitance chez les enfants, ce sont les brûlures. Il faut se rappeler que ça concerne 5 à 10% des cas de maltraitance et que ça survient surtout chez les enfants de 1 à 3 ans. Alors vous avez des brûlures de type accidentel
qui siègent généralement à la partie inférieure du visage, au niveau du cou, au niveau de la face antérieure du tronc ou aux membres supérieurs. À l'opposé, vous avez les brûlures intentionnelles qui sont plutôt situées au niveau du périnée, du membre inférieur, des mains, de la face, de la partie inférieure du tronc. On a par exemple le cas d'un enfant qui est immobilisé, qui va être immergé dans un bain bouillant par exemple, ou qui va recevoir une brûlure par un liquide bouillant, ou pour lequel il va avoir une brûlure par un objet chaud, par exemple un fer à repasser, un fer à friser, et généralement on observe l'empreinte de l'objet qui est utilisé. Enfin, il ne faut pas oublier non plus les brûlures de cigarettes qui sont d'aspect macroscopique particulier puisqu'elles sont généralement rondes, de petite taille, avec un centre très nécrotique, avec des lésions beaucoup plus profondes dans son centre qu'en périphérie. Autre conséquence physique des violences physiques, alors nous avons vu toutes les lésions que l'on peut observer sur les téguments, que ce soit le revêtement cutané ou les muqueuses, mais également ces violences peuvent intéresser le squelette et notamment les os par l'apparition de fractures de différents types, dont certains aspects peuvent évoquer un mécanisme lésionnel. On peut observer des fractures par choc direct, par torsion, notamment au niveau des membres, ou par des phénomènes d'étirement ou de cisaillement. Et au niveau du rachis et des côtes, eh bien, très souvent ces fractures sont consécutives à des mécanismes de compression. Alors il faut savoir que ces fractures, il faut savoir les rechercher, c'est pas toujours aussi simple chez un enfant, et il faut savoir pratiquer facilement une radiographie du squelette entier afin de rechercher des fractures d'âges différents et de topographies différentes, qui sont des arguments importants pour un cas de maltraitance. Alors, il y a des lésions fracturaires qui sont très évocatrices de maltraitance, en particulier les lésions métaphysaires en coin ou en anse de saut, notamment au niveau du tibia ou au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, et il faut savoir les rechercher par des incidences radiologiques particulières. Des fractures de côte, notamment lorsque celles-ci touchent leur arc postérieur, des fractures du sternum. Vous avez également les fractures de l'omoplate au niveau de l'acromion, les fractures tassement vertébral, les fractures complexes du crâne. Ce sont des lésions qui sont très évocatrices de maltraitance. Pour autant, il faudra toujours replacer ça dans le contexte clinique de cet enfant et toujours confronter ça aux éléments déclaratifs des gardiens de l'enfant. Autre conséquence des violences physiques, eh bien, c'est sur les viscères, alors notamment au niveau du cerveau. Vous avez possibilité d'avoir un saignement intracrânien sous forme d'une hémorragie méningique ou d'un hématome sous-dural, parfois associé à des hémorragies rétiniennes. Et lorsque vous avez l'association d'un hématome sous-dural et d'hémorragie rétinienne, eh bien, ça va faire évoquer un traumatisme crânien par secouement. Et on parlera du syndrome du bébé secoué, qui est une entité actuellement bien individualisée. Et il faut savoir y penser, surtout si vous n'avez aucune explication cohérente donnée par les gardiens de l'enfant. L'association hématome sous-dural et hémorragie rétinienne est hautement évocateur, d'après la Haute Autorité de Santé, pour un traumatisme crânien par secouement. Vous avez également des violences au niveau des viscères intéressant le thorax et l'abdomen. Tout d'abord, il faut savoir qu'un traumatisme abdominal, même violent, peut être à l'origine de lésions viscérales, notamment de lésions échymotiques au niveau du pancréas ou du foie, alors que même il n'y a aucune lésion cutanée visible sur l'abdomen. Quels sont les organes qui peuvent être touchés ? Eh bien, les organes pleins, comme la rate, le foie, le pancréas, sous forme de contusion, de plaies, de dilacération. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez la transmission de la force du traumatisme aux viscères qui est écrasée contre le rachis. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les organes comme le pancréas ou le mésentère. Vous avez également des violences qui peuvent être
avoir pour conséquence des lésions au niveau des organes creux, au niveau du tube digestif, par des perforations, des déchirures. Au niveau du thorax, on peut observer des contusions pulmonaires, c'est ce qu'on observe le plus fréquemment. Vous pouvez également avoir des épachements pleuraux d'air ou de sang, et parfois des pneumomédiastins par rupture trachéobronchique ou œsophagienne. Voilà un petit peu les lésions qu'on peut observer suite aux violences physiques. Vous voyez qu'elles sont polymorphes, elles peuvent aussi bien toucher les revêtements cutanés muqueux, l'os, les différents viscères, et il faut surtout vraiment s'attacher à les rechercher. Et lorsque vous avez des lésions d'âge différent, de topographie différente, avec une histoire clinique qui ne permet pas d'expliquer l'ensemble de ces constatations, eh bien, il faut poursuivre les investigations. Poursuivre les investigations, notamment en faisant peut-être d'autres examens, et surtout, eh bien, penser à faire un signalement pour qu'il y ait une enquête qui soit faite. Car le risque principal de ces lésions, et bien évidemment, c'est leur répétition, leur récidive, et donc potentiellement la mise en danger de cet enfant. Je vais vous parler maintenant des conséquences physiques des violences sexuelles. Les violences sexuelles donc peuvent donner des lésions au niveau somatique, et en particulier on va rechercher des lésions échymotiques sur la face interne des cuisses, ou on va rechercher des lésions dans des régions topographiques à connotation sexuelle comme les fesses ou les seins. On va bien évidemment faire un examen gynécologique dans un endroit calme, avec s'occuper de l'enfant, lui expliquer ce qui va être fait, et les faire dans de bonnes conditions. En général, ce se fait dans des consultations médicales, dans un cabinet médical, pour que l'examen soit fait dans des conditions le plus satisfaisantes possible, afin de n'être pas plus traumatisant que le traumatisme lui-même. Bien sûr, cet examen gynécologique a avoir pour but de faire une inspection de la vulve à la recherche de toute lésion, que ce soit ecchymose ou plaie par exemple. Et bien évidemment, en fonction de l'âge de l'enfant, on va avoir des techniques d'examen particuliers. Chez l'enfant prépubère, on va utiliser une technique dite position en grenouille, de la grenouille, pardon. Pour l'adolescente, on va utiliser la sonde de Foley, qui va nous permettre dans ces deux cas de pouvoir observer l'hymen, de pouvoir le décrire, d'apprécier le bord libre de cet hymen notamment, et de voir s'il existe des lésions, notamment des ecchymoses ou des lésions beaucoup plus évocatrices de pénétration sexuelle, comme la déchirure, qui est une interruption complète de tissu hyménéal jusqu'à la paroi vaginale. Enfin, on fera un examen également anal, à la recherche de plaies, d'abrasions, d'ulcérations, de fissures, d'ecchymoses ou d'hématomes, ou de disparition des plis radii. Conclusion, les violences physiques ou sexuelles, vous avez bien compris, donnent un certain nombre de lésions. Parfois, notamment dans le cas des violences sexuelles, eh bien, vous n'avez aucune lésion constatée, et pour autant, il existe, en fonction des déclarations de l'enfant, des violences sexuelles. Et il faut savoir que même un examen normal n'élimine pas, dans le cas d'une violence sexuelle, cette hypothèse. Dans les violences physiques, eh bien, c'est toujours rechercher des lésions d'âge différents et de topographie différente, et ne pas hésiter à faire des investigations complémentaires, et toujours confronter ces constatations médicales aux déclarations de l'enfant, aux déclarations des gardiens de cet enfant. Je vous remercie.